accueille Charles Pétré, s'il vous plaît. Installez-vous, Charles. Head of Corporate Finance chez Neuflize OBC. On va rappeler ce que c'est Neuflize OBC. On devait être à l'origine avec Hugo Martinez, directeur général des Territoires de Provence, qui est la maison mère, quelque part, dirigée par Olivier Bossan, qui chapeaute la maison de la Pistache, qui chapeaute la maison Brémond 1830. Hugo a passé une nuit épouvantable, une matinée épouvantable. Il a tenu jusqu'à la dernière seconde, il a dit « je viens ». Et puis finalement, à Charles, il vous a dit « je ne serai pas là ». Voilà, donc on le salue, on l'excuse. On vous donnera la parole dans la salle, ce qu'on n'a pas trop fait depuis le début. Voilà, on est en petit comité, on a la chance d'avoir un banquier prestigieux, Charles Pétré, donc Neuflize OBC. Là, quand on parlait des longues histoires, voilà, par exemple le groupe SNEF, voilà, 120 ans d'existence, vous c'est 350 ans d'existence, hein, voilà, voilà pour Neuflize OBC qui se présente comme la banque des familles des entrepreneurs, filiale du néerlandais ABN AMRO, donc avec un fort ancrage ici dans les territoires, et notamment ici, évidemment, à Marseille, puisque vous êtes implanté dans une dizaine de métropoles en région. Alors, ce qui m'intéresse aussi de savoir, voilà, cette relation privilégiée, banquier, entrepreneur, vous présentez souvent chez Neuflize OBC comme un médecin de famille. Alors racontez-nous ce que ça représente, cette notion de médecin de famille quand on est banquier, parce que finalement, c'est peut-être pas forcément évident, hein. Oui, tout à fait. Merci Fabrice pour ton invitation. Bravo pour les 10 ans d'entreprise du futur et toutes mes félicitations aux équipes. Donc le côté médecin de famille, ce qu'on aime bien, nous, c'est en fait être là à toutes les étapes de votre développement, de votre transmission. Et en fait, les meilleures décisions, on a parlé hier et aujourd'hui on va y revenir, sont souvent faites quand elles sont préparées en amont, quand elles ont eu le temps d'être réfléchies, quand elles ne sont pas brusquées, hâtées, quand elles ne sont pas prises sous l'impulsion. Et le médecin de famille est quelqu'un qui passe une tête ou qui est capable de discuter avec vous, même s'il n'y a pas réellement d'enjeu actuellement. C'est-à-dire que typiquement, on peut vous proposer certaines situations à l'achat, si jamais vous avez un groupe qui fait déjà quelques dizaines de millions de chiffres d'affaires, et qu'on a trouvé une cible sympa en France, on est capable de vous la proposer et de vous dire cet élément-là pourrait te permettre de diversifier tes activités, d'avoir un relais de croissance, et ainsi de suite. Et en fait, le discours est ouvert continuellement. Votre réponse peut être non à ce moment-là, mais on va revenir de manière très régulière sur des sujets de croissance, de financement, de transmission. Donc le médecin de famille est quelqu'un qui accepte de ne pas toujours avoir un output à sa discussion. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'efforts qu'on va réaliser un petit peu entre guillemets en solo sans qu'il y ait soit des fils pour nous, soit une décision très stratégique pour vous à la sortie. Mais ça va permettre de créer une confiance, de créer un dialogue, de créer les conditions pour que le jour où le projet transformant pour vous arrive, on puisse le faire. On a bien compris qu'il y a un aspect humain qui est important donc dans la relation avec son banquier. Concrètement, comment est-ce que vous accompagnez justement un dirigeant, une dirigeante d'entreprise dans tous les, comment dire, les moments clés de sa vie, qu'on parle de croissance, qu'on parle de transmission, qu'on parle de levée de fonds, enfin voilà, on pourrait citer 1 milliard d'exemples, hein. Très bonne question. Alors, on a un modèle qu'on n'est pas les seuls à promouvoir, qui est un modèle 360 et qu'on a appelé nous spécifiquement INI, donc entreprise et entrepreneur. Et on aime en fait vous couvrir en tant que fondateur, dirigeant, dirigeante, à la fois sur des sujets patrimoniaux, c'est-à-dire le moment où il est temps de cristalliser une partie de la valeur et de la protéger. Une fois que vous l'avez protégé, on est capable de vous proposer des solutions d'investissement, de placement, de financement, lombard, immobilier, et ainsi de suite. Ça, c'est la partie un peu dirigeant, personne physique, ingénierie patrimoniale, et ainsi de suite. Le deuxième E, c'est les entreprises. Et les entreprises, on est capable de leur offrir une banque de flux, c'est-à-dire des paiements, des financements, haut et bas de bilan. Et donc, nous, notre rôle est d'être là partout, y compris pour les enfants, les autres actionnaires. Donc en fait, on a un accompagnement global. Ça semble évident, mais en fait, c'est très optimal en fait, de le faire comme ça. Si on doit rentrer dans les travaux pratiques, vous avez devant vous donc des dirigeants, dirigeantes de PME. Quels conseils vous donneriez donc pour une levée de fonds en 2025 justement? Quelles attentes, vous, les investisseurs, vous voyez évoluer? Évidemment, je pense évidemment à la donnée RSE. Alors, la donnée RSE est très importante, on va y venir. En premier commentaire, les taux ont beaucoup baissé depuis 2 ans, ce qui permet normalement d'envisager les financements par dette de manière un peu plus sereine
qui a 2 ans, premier point. Dans la partie capitaux propres, il est évident que le contexte étant pas évident, c'est beaucoup plus simple de financer des business qui gagnent de l'argent ou qui en tout cas sont à l'équilibre ou pour lesquels il y a des leviers de croissance, de redéveloppement, de synergie. Et vous l'aurez senti, c'est plus compliqué de financer des activités qui ont encore besoin de quelques millions ou de quelques dizaines de millions pour atteindre l'équilibre. Ce genre de business model a moins la faveur des investisseurs. Donc nous, on essaie toujours d'être en amont avec le dirigeant pour lui permettre de présenter une equity story. C'est un mot que vous avez tous entendu. Il faut positionner l'actif, positionner ses relais de croissance, les managers clés, le marché pour qu'on puisse tout de suite voir un décollage et que la personne qui amène des fonds ait l'impression de donner la petite impulsion qui manquait, mais qu'en réalité tout était déjà là. Il faut vraiment qu'on ait l'impression d'être là en dernier support en tant que financeur par rapport à aider quelqu'un qui n'a aucune vision stratégique. Donc il faut vraiment mettre ça. Ouais. Je vous avais promis de vous donner la parole au fur et à mesure, puisque vous êtes nombreux, nombreuses, évidemment. Voilà, je vais continuer les échanges avec Charles Pétret de Neuflize OBC dans un instant. Est-ce que quelqu'un voulait prendre la parole dans la salle pour poser une question, interpeller sur la relation banquier, dirigeant d'entreprise? Donc allez-y. Alors allez-y, je vous en prie, monsieur. Alors je ne sais pas s'il y a un micro. Présentez-vous à chaque fois, parce que à la fois je ne vous connais pas tout le monde, et puis j'ai un projecteur dans la figure. Alors, on va... Tenez. Eh ben, écoutez, gardez-le surtout. Okay. Alors, prenez le micro, par contre. Pardon, Franck Toncelli. Oui. D'accord. Donc, j'ai été invité par Thierry Thépeau. Voilà. Et donc, je travaille pour la société internationale Sartorius, Oui. un groupe international, donc, qui est à l'origine une société française et une société allemande. Voilà. Et donc, c'est le leader mondial de la biotechnologie. Alors, on va faire simple. J'ai potentiellement le Covid. Non. Voilà, donc... je signale juste, on changera le micro après ou on le nettoiera. Oui, on ne voilà. met pas en circuit. Voilà, c'est tout. Voilà, donc quand est arrivé important. le Covid, moi j'étais dans la société. Ouais. Votre question, monsieur, alors. Alors, non, mais j'explique ce que je suis, juste je finis. On était Sartorius, donc 80% des études scientifiques, il y avait un de nos produits pour le Covid. Voilà, j'ai fait d'où je viens. Ma question, elle est simple. Et vous êtes un banquier, d'accord, au service de quelqu'un qui a une idée, d'accord, et il a une vision, et vous allez ensemble construire une stratégie de croissance. D'accord? Ça, tout le monde, ça parle. J'aimerais que vous me disiez, en prenant un exemple que peut-être tout le monde connaît ou pas, on est au temps des Vikings, d'accord? Vous êtes viking, et votre meilleur ami est un viking. Votre ami viking vous dit, voilà, on est viking, on aime notre peuple. Très bien. Actuellement, on est dans une terre où si on ne peut pas grandir, si on peut subvenir. On est 1000, il n'y a pas de... Voilà. Par contre, on a des valeurs, auxquelles on croit. Et donc, votre question, monsieur. Non, mais je finis. Oui. Non, mais on avance. La question, c'est, voilà, votre ami viking vous dit, voilà, moi je veux que nos valeurs de viking soient des valeurs mondiales. Comment vous répondrez à ce besoin? Charles, est-ce que c'est clair? Ça m'a l'air très clair. Bon, donc je alors me lance. répondez. Merci, monsieur. Je pense que la bonne manière de faire dans votre cas, c'est d'essayer de trouver des personnes qui sont compatibles avec vos valeurs et votre vision. Le rôle du banquier, et en tout cas de sa puissance de travail avec ses équipes, c'est d'être capable de screener un marché. Ça peut être en France ou à l'étranger, puisque vous parliez des Vikings. Donc nous, on est capable d'identifier les groupes qui ont l'air de vous ressembler, soit par les marchés qu'ils adressent, soit par l'actionnariat familial ou pas, soit par l'implantation géographique. Donc on est capable de vous présenter de manière un peu bête et méchante sous format entonnoir, un ensemble de sociétés, de vous présenter celles qui ont l'air les plus compatibles. Et notre rôle d'intermédiation, c'est de vous permettre de nouer un dialogue stratégique avec eux pour que vous rencontriez. L'avantage de passer par nous, c'est qu'on intermédie cette relation, donc on protège votre anonymat, on vous présente sous vos meilleurs jours, on fait ce travail
de recherche sur eux, et puis ensuite on vous met face à face chez nous ou sur un lieu tiers, et ça permet, dans votre cas, de présenter vos atouts, vos valeurs de viking et ainsi de suite. Donc nous, on est là pour dégrossir un peu ce travail, surtout que les dirigeantes ont souvent des attentes très précises de marché, d'ADN, de valeurs et ainsi de suite. Avant de prendre une autre question, Charles, justement, on est dans une thématique stratégie de croissance. À quel moment vous, banquiers, notamment chez Neuflize OBC, vous recommandez d'envisager une croissance externe et c'est quoi, selon vous, les facteurs clés du succès ? Alors, il est évident que la croissance externe, surtout à l'achat, c'est un virus, ou en tout cas un virus positif que tout le monde n'a pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sociétés qui s'y essayent, et puis au dernier moment, quand elles sont en finale ou quand elles sont sur le point de signer un accord de contrat d'acquisition, elles reculent un peu, elles ne le font pas. Donc ce virus-là, ceux qui l'ont, c'est génial, on est là pour les accompagner. Isabelle en parlait hier, il y a beaucoup de groupes... Isabelle Dréau à la tête de SNEF. Ouais. Exactement, il y a beaucoup de groupes qui en fait ont plusieurs activités. Donc la croissance externe, c'est quelque chose de génial quand ça permet de supplanter ou en tout cas de combler une activité historique ou un groupe d'activités historiques qui était légèrement en décroissance. On a parlé des croisiéristes, on peut parler de certains secteurs pour lesquels le marché va et vient. Il est très intéressant de faire une croissance externe dans un secteur qu'on perçoit comme étant un peu plus dynamique par opposition à des activités traditionnelles, rentables, matures, facilement finançables, mais qui elles ont des dérivés secondes neutres, voire zéro, voire négatifs. Question dans la salle, mesdames, messieurs. Alors, au premier rang, Guillaume de Foucault qui reprend la parole. On a nettoyé le micro, ne vous inquiétez pas. Alors, prenez celui-là. Il y a déjà Hugo Martinez qui est un peu défaillant. Il ne faudrait pas que l'autre, le numéro 2. Voilà. Alors, Guillaume, et puis on prendra une deuxième question aussi dans la foulée. Allez-y, Guillaume. Vous avez un parterre de plusieurs activités, là, et donc vous parlez de croissance externe. Est-ce que vous avez vu évoluer en fait certains coefficients multiplicateurs sur les différents domaines d'activité? Moi, je représente l'alimentaire. Je sais que la tech, c'est des coefficients très élevés. Est-ce que vous voyez une évolution ou est-ce que ça bouge assez peu et quels sont les marqueurs qui sont importants? Alors, on prend une deuxième question, puis vous allez répondre dans un instant, Charles, justement. Allez, il est beau celui-là. Allez-y, donc Guillaume Morand. Les Guillaume se suivent. En fait, c'était à peu près la même question que toi. C'était par rapport effectivement à l'EBITDA et si aujourd'hui ça avait changé sur la Valo et quand vous intervenez sur la Valo, et quel est le bon conseil pour vous? Est-ce qu'à un moment donné, vous dites non, là, j'y vais pas? Ça rejoint ce que dit Guillaume, du coup. Allez, Charles. Top. C'est à vous. Facile en plus. Premier point, il y a des secteurs. À tout, Neuflize. Exactement. Il y a des secteurs qui étaient relativement en déshérence et qui, depuis 1 an et demi, 2 ans, ont réexplosé. C'est le cas de la défense. Hein. J'ouvre des portes ouvertes. Mais il y a des sociétés de 10, 15, 20 millions de chiffre d'affaires qui se vendaient 5-6 fois le BE et qui maintenant, dans un contexte alors pas de réarmement parce que c'est pas uniquement ça, mais dans un contexte de volonté des gros donneurs d'ordre d'acquérir de la capacité humaine et du temps machine, parfois pour sortir les clients initiaux, mais pour mettre les leurs, ils sont prêts à payer des primes de multiples, donc entre 8, 9, 10, 11, 12 fois. Donc la défense en est un, à la hausse. Et à l'inverse, les sociétés technologiques qui étaient souvent sur des multiples d'ARR, donc de revenus récurrents au 31 décembre, un peu délirants, ont elles tendance à faire le chemin inverse et aller un petit peu vers le bas. Pour votre question, ce qui portait sur les niveaux d'EBITDA aussi, si je me trompe. Voilà, exactement. Alors en fait, ce qu'on aime beaucoup dire, et ça fait mouche à chaque fois auprès des dirigeants, c'est qu'en fait, le multiple n'est pas si important que ça si on raisonne en pensant à l'agrégat, puisqu'en fait, une valeur, c'est un multiple fois un EBITDA. Et en fait, l'EBITDA dans les comptes peut être de quelques millions, et en l'absence d'aide d'experts comptables, de banquiers d'affaires, ça va être le multiple qui va être retenu. Alors que si nous, on intervient en amont pour opérer à des extournes, donc en fait, on enlève certaines charges du PNL, on rajoute des revenus et ainsi de suite, le même multiple va s'appliquer à un agrégat qui est bien supérieur. Donc le but d'être accompagné, ça permet de défendre la valeur, de monter sur le ring et de montrer à l'acheteur ou au vendeur que le cédant ou l'acheteur n'est pas seul. Et en fait, faire équipe, ça permet d'avoir des valeurs optimisées. Nous, la clé de notre boulot, c'est d'optimiser les sessions, d'optimiser les achats, de coordonner les travaux des avocats, des auditeurs, des comptables. Donc il est évident que les multiples sont à la hausse quand on est capable de bien préparer, de bien travailler et de se faire accompagner.
Question peut-être aussi, vous avez évoqué furtivement tout à l'heure les notions de RSE. C'est quelque chose que vous regardez évidemment dans un dossier. Est-ce que vous regardez aussi les questions technologiques? On a vu, et on avait des très bons experts tout à l'heure, je pense à Christina de Workday, Guillaume tout à l'heure de chez Ziati, Florian de chez Icanto, ou vous, Paul, chez AWS. Quels investissements technologiques vous recommandez à un dirigeant, une dirigeante de PME, de TI, finalement, d'acquérir? Qu'est-ce qui est incontournable à vos yeux? Qu'est-ce que vous dites? Vous avez pensé à ça, vous, monsieur, madame? C'est vrai que nous, on aime bien proposer au dirigeant ou à la dirigeante de se concentrer sur ce qu'il sait faire, c'est-à-dire la vente et les COGS, hein, c'est le terme anglais, c'est le coût des marchandises, le coût des fournitures. Et on aime bien proposer aux dirigeants d'externaliser, et on voit que tous les sponsors qui sont avec nous s'occupent de ça, et ça paraît élémentaire, mais c'est vraiment créateur de valeur et ça enlève du temps de management. Il y a tout ce qui est informatique, serveur, tout ce qui est RH, tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est parfois même RH au-delà du daily, la partie management de transition, on en a parlé. On aime bien recentrer le dirigeant soit sur la vente, si jamais il y a des sujets de redéploiement, soit sur la gestion des hommes et sortir tout ce qui est un peu secondaire, là où les business models plus traditionnels avaient tendance à tout garder en interne. Ça permet de serrer les boulons de manière tout à fait légitime. Mais on a tendance à dire, n'hésitez pas à dépenser un petit peu pour ensuite avoir un temps de management, un temps commercial qui est beaucoup plus qualitatif. Voilà, c'est la notion de temps sur laquelle on insistait tout à l'heure, notamment avec Frédéric Rudandi de Nîmes Europe. On continue, allez-y, hein, continue, il y a beaucoup de questions. Allez-y, monsieur. Alors, je vais vous donner le micro, c'est celui-là le bon, c'est ça hein. C'est bon. Allez-y, monsieur, présentez-vous, je vous en prie. Marc Dollier, groupe Tissilio. Je voulais savoir, donc les banques historiquement ont beaucoup investi dans la décarbonation et les projets verts, soutenus notamment par les obligations d'achat en photovoltaïque, chose qui est en train de changer complètement. Quelle est la stratégie de votre banque sur ces investissements qui seraient plus dans le cadre d'une obligation d'achat, mais plus dans le cadre de l'autoconsommation, sur un actif qui a une durée de vie de 30 ans? Donc, crédit bail classique, c'est compliqué. Et donc, est-ce que vous financez des actifs photovoltaïques, par exemple, sur une durée de 30 ans en autoconsommation? Merci, monsieur. Merci beaucoup. Alors, la maison mère de Neuflize est un groupe néerlandais donc, qui a vraiment toute cette conscience des enjeux de New Energies, New Mobility et ainsi de suite. Donc, on a cet ADN-là qui, normalement, nous permet d'être présent pour répondre à vos enjeux de financement. Et première partie de la réponse assez simple. Et ensuite, dans la manière d'allouer nos enveloppes de financement, on a toujours eu cette priorité à ce qui était RSE, transition, accompagnement, ce qu'on appelle le grey to green, c'est-à-dire décarboner ou en tout cas faciliter la transition vers des modes moins consommateurs. Donc non, la banque est tout à fait au rendez-vous. Elle a des enveloppes, elle est capable de se faire accompagner par des co-prêteurs en syndicat. Ça peut être la BPI, ça peut être des organismes européens. Donc on est tout à fait capable d'accompagner ces transitions-là. Et pour répondre à votre question, à mon avis, en filigrane, à des taux intéressants en tout cas. On ne met pas de primes sur des cycles longs ou sur des actifs plus nouveaux. On a tendance à être plutôt très compétitif. C'est quoi l'état des lieux du financement en 2025? C'est quoi les grandes tendances du financement des PME, ETI justement, ce milieu d'année? Alors, on en a parlé très rapidement en début de discussion. Les taux ont tendance à baisser, donc tout ce qui est taux variable de type Euribor plus une marge, ça va dans le bon sens, donc c'est très positif pour vous tous. Mais les secteurs les plus porteurs, les types d'acquisitions les plus porteurs, c'est... Alors, ce qu'on aime beaucoup, c'est en tout cas ce que les banquiers aiment beaucoup, financement LBO, mais financement de deals un peu plus petits, c'est de la croissance organique avec des deals dans lesquels le cédant accompagne la transition pendant 1 an ou 2 sur des business models connus, matures, profitables. On en a parlé. Il y a toujours une petite préférence pour des business models qui sont moins consommateurs de CAPEX que des business qui en consomment beaucoup, même s'il y a des contre-exemples. Et en termes de secteur, il y a un push global qui est fait dans la défense, là où des dossiers n'avaient pas le côté sympa il y a quelques années. Nous, on nous pousse à financer toutes ces PME-là, ETI. Donc, il y a des fonds d'investissement qui lancent des fonds défense dédiés. Il y a des banques qui réallouent une partie de leurs enveloppes. Donc, non, c'est assez porteur pour ce secteur-là. Et évidemment, tous les business models par abonnement, ce qu'on appelle SaaS, ont la faveur des investisseurs et des prêteurs puisqu'il y a un revenu récurrent.
Et voilà, et c'est tout ce qu'on ne fait pas nous dans la partie fusion-acquisition. Donc comme quoi on applique des recettes, enfin en tout cas on recommande des recettes à d'autres qu'on ne s'applique pas nous, puisque nous on intervient de manière plutôt one-off. Question, monsieur, vous avez le micro, je vous en prie. Oui, je rebondis d'ailleurs, c'était sur la question des tendances et de la façon dont ça se passait en 2025. Il y a des discussions intéressantes au Sénat actuellement. On peut écouter différents interlocuteurs. Il y avait Edmond Rothschild qui était présent il n'y a pas si longtemps. Et puis, il me semble que c'était la Banque de France également. Je me trompe peut-être sur l'origine de l'information, mais en tout cas, ce qui était présenté. Et là, je me retourne vers mon industrie, qui est l'industrie, enfin mon secteur d'activité. Présentez-vous, monsieur. Pardon, juste pour ceux Alexandre Zé, moi je suis le PDG du Chêne Industrie, et on fait de l'usinage, voilà, en France et au Portugal. Et donc l'industrie en France, c'est 9%, 10%, ça dépend comment, du PIB. Et les banques françaises disaient, oui, on fait notre travail de financement, la preuve, on est à 11% de nos financements qui sont alloués à l'industrie, alors qu'elle représente 9% du PIB. Et j'aurais aimé savoir votre réaction vis-à-vis de cette analyse et savoir si c'est suffisant, si on veut réindustrialiser. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Alors, il y a sûrement une partie du calcul qui permet d'atterrir au-dessus de 9% plutôt que 11%, puisque le but de celui qui répond à cette question, c'est plutôt de dire qu'il surfinance par rapport à un taux 1 pour 1. Donc, ce serait intéressant de creuser et de voir s'il n'y a pas un petit peu de washing. Hein. Je ne vais même pas l'appeler, dans ce cas-là, c'est du industry washing, ou en tout cas, c'est important de regarder ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut toujours faire plus. Et au-delà du financement, il y a des sujets de recrutement, de formation des jeunes, d'attractivité des filières, de taille des sociétés qui leur permettent d'attirer les talents et de les garder. Pour les garder, il faut les payer. L'inflation a chuté, mais il en reste. Donc, il est important d'avoir un niveau de marge suffisant pour pouvoir offrir des perspectives salariales bonnes. Donc, d'un point de vue financement, je n'ai pas grand-chose à en dire. Mais en tout cas, pour toutes ces sociétés-là, il est évident qu'en France, on a un travail de mise en avant de l'industrie, des filières. Il faut former les jeunes, il faut leur donner envie. Et pour compléter, je trouve que les régions type Marseille, Bretagne, Normandie s'en tirent souvent beaucoup mieux que Paris, puisqu'en fait, elles ont des tissus locaux. Post-Covid, les jeunes ont plutôt envie de s'établir dans le sud de la France ou en Bretagne que de faire des carrières à Paris et autour de Paris. Donc c'est déjà une partie de la réponse, je pense. Et quand on parle d'industrie, vous vouliez compléter, monsieur, je vous en prie? Alors, attendez, je vous amène le micro. Je vous en prie. Non, je voulais rebondir sur le côté capitalistique quand même de nos activités. Et que donc, si on a 10% d'industrie, c'est qu'on a 90% de services. Alors disons qu'il y a 10% des financements bancaires qui sont alloués à l'industrie, 90% qui sont alloués aux services. Clairement, enfin moi, de mon point de vue, il y a quand même des besoins en capitaux qui sont très supérieurs dans l'industrie par rapport, enfin, financer un bureau et une imprimante, c'est pas la même chose que de financer une machine de production, voilà. Et donc pour moi, cette annonce qui est faite, on fait notre boulot, on est au même niveau de financement par rapport à la valeur créée dans l'industrie, c'est pas logique vis-à-vis des industries qui sont représentées, enfin en tout cas des sous-jacents capitalistiques qui sont représentés derrière les activités. C'est ça que moi je trouvais que c'était pas assez. On peut pas dire je fais autant pour les bureaux et pour les imprimantes que pour les machines d'exploitation. Et donc dire les banques ont travaillé pour 11% pour l'industrie en disant c'est bien, on fait autant que le PIB. Pour moi, on ne peut pas réindustrialiser avec ces chiffres-là. C'est mon analyse, en tout cas. Non, mais c'est très bon commentaire, approuvé par Philippe Véran, Biotech Dental. La question que je voulais vous poser, Charles Pettray, puisque suite à ce que disait M. Duchesne sur la réindustrialisation, il y a une menace qui pèse actuellement sur le pays, c'est le fait que des entreprises sont à céder, et faute de repreneurs, faute de fils, de filles, etc., il y a des entreprises qui risquent de mourir. On parle de centaines de milliers d'entreprises qui seront cédées d'ici 10 ans en France. Évidemment, si elles disparaissent, c'est des compétences en moins, c'est des territoires qui sont évidemment beaucoup plus désindustrialisés. Qu'est-ce que vous faites, vous? Comment vous impliquez, vous, le banquier que vous êtes chez Neuflize OBC? Alors, c'est une réponse assez facile, puisqu'en fait, tous les plus beaux dossiers qu'on fait, le plus souvent, c'est des sociétés de
de 10 ou 15 millions de chiffre d'affaires pour lesquels on a tendance à penser qu'il n'y a pas de solution. C'est-à-dire que l'âge du fondateur ou de la fondatrice est certain, parfois un petit peu avancé. Il n'a pas organisé sa transmission. Et on pourrait penser que la société va du coup s'éteindre de sa belle mort. Et en fait, non. Nous, notre puissance de travail et de screening et l'ensemble des outils techno dont on parlait nous permettent de les mapper, de prendre contact facilement avec eux. Et on a beaucoup de clients qui sont des groupes qui ont passé un peu ce seuil-là, qui sont à 20-30 millions et qui sont ravis d'onboarder ces équipes-là et d'acheter 5, 10, 15 millions de CA, qui ont un discours industriel, humain, capitalistique qui est très sexy. C'est-à-dire qu'en fait, c'est génial quand on a un groupe de 30 ou 40 millions de dire que dans un rayon de 100 km autour de chez soi, on va pouvoir agglomérer l'ensemble des groupes qui n'ont pas eu cette fibre transmission ou en tout cas qui n'ont pas trouvé les clés seuls. Et en fait, les fournisseurs adorent ça, les banques le financent très bien à des taux très, très bons. Donc en fait, nous, les dossiers, ce qu'on appelle... c'est encore du mauvais français, bolt-on ou roll-up, c'est-à-dire qu'on va rouler un secteur en allant agglomérer toutes les sociétés qui n'avaient pas de transmission en propre. C'est des dossiers très faciles. Donc nous, face à cette vague de sociétés qui ne sont pas équipées, nous, on est tout à fait capable, pour ceux qui ont les financements, la volonté de croître par croissance externe, de leur dire, mais nous, on vous a trouvé 10, 15 sociétés qui sont là, certaines cette année, d'autres dans 3 ans, parce que le fondateur a 52 ans ou la fondatrice, il veut faire encore un peu. Mais en fait, on a souvent un mapping sur 2-3 ans de sociétés qui vont, à un moment ou à un autre, lever la main et dire bah, « j'aimerais renouer ce dialogue stratégique que vous m'avez permis d'avoir il y a 2 ans avec un tel ou un tel ». La notion de proximité que vous avez mise en avant tout à l'heure, médecin de famille, donc qui passe évidemment par l'accompagnement professionnel, l'accompagnement aussi privé, patrimonial aussi, hein, du dirigeant d'entreprise. Il y a aussi le côté proximité aussi, j'allais dire, local, régional. On est dans le cadre de cette tournée du 10e anniversaire de l'entreprise du futur qui nous a emmenés à Rennes, puis à Bordeaux, et puis on ira à Lyon, et puis on retournera à Mulhouse, à Lille un petit peu plus tard. Comment votre présence en région, vous, une banque avec une maison mère qui se trouve à Amsterdam, hein, Neuflize, à ABN AMRO, comment votre présence en région, notamment à Marseille, quelque part, enrichit-elle l'accompagnement des entreprises locales, des PME qui se trouvent ici voilà. Et en quoi l'adossement éventuellement à ce géant néerlandais, ce géant européen, bah, quelque part, peut les accompagner encore mieux? Alors, c'est vrai que notre présence partout en France nous permet d'être au plus près des dirigeants. Et sur le sujet I&I, donc entreprise et entrepreneurs, généralement, notre première porte d'entrée va être soit dans du financement, soit une banque de flux, soit des paiements, soit du factoring. Enfin, vous imaginez toutes ces solutions qu'on appelle bas de bilan, qui sont vraiment des solutions au jour le jour pour les dirigeants. Et on est capable d'intervenir aussi sur leurs sujets un peu plus transformants, de transmission et ainsi de suite. Donc nous, c'est le fait d'être présent partout et ça génère des coûts, évidemment. Il faut avoir des employés partout en France, là où certaines sociétés beaucoup plus modernes, nord-américaines de services ont tendance à mettre une tête de pont en Irlande ou à Paris et couvrir le territoire comme ça. Nous, on fait le choix de dépenser de l'argent en étant partout en France parce qu'on est à votre contact, on est autour de vous et c'est ce qui nous permet d'être crédibles ou en tout cas de raisonner bien avec vous. Et c'est souvent comme ça que vous nous faites confiance parce qu'on est au même endroit que vous en fait. On ne vous parle pas depuis Dublin ou depuis Luxembourg, depuis Londres. Ou depuis Amsterdam. Ou depuis Amsterdam. Et donc, très bon point, Fabrice. C'est vrai que par contre, l'adossement à un groupe néerlandais permet d'accéder au marché de capitaux, d'avoir une force de frappe beaucoup plus grosse, et notamment pour les cycles longs de financement à 30 ans sur du solaire, du photovoltaïque. Donc, on a en fait le meilleur des deux mondes. Et on dépense beaucoup d'argent à être partout en France. Et c'est un modèle qu'on a depuis 358 ans, tu l'as dit. Et en fait, on ne changera rien. Parce que c'est la seule manière de collecter de l'argent dans la partie gestion de patrimoine, gestion de fortune, et de faire des deals dans la partie banque d'AF. En fait, on ne peut que le faire en étant avec vous dans l'ensemble de ces villes françaises. Merci Charles Pétré, merci beaucoup. Head of Corporate Finance chez Neuflize OBC.